Le petit pavillon de Saint-Germain-en-Laye résonnait d'un silence lourd, celui qui pèse sur les cœurs trop jeunes. C'était une de ces réunions familiales où l'on s'attend à des rires, à des éclats de joie, mais où seule une froideur polie semblait régner. J'étais là, Héloïse, une adolescente aux rêves encore timides, assise à la table de la salle à manger, mon regard se perdant dans les motifs du vieux tapis. Mes parents, Bernard et Isabelle, discutaient affaires avec une animation qui ne me concernait en rien. Leurs mots, des phrases ciselées pour le monde extérieur, glissaient sur moi sans jamais m'atteindre. Thomas, mon frère, préférait la compagnie de ses amis, laissant le champ libre à cette atmosphère de désintérêt. Ma grand-mère, Madame Dubois, était trop affaiblie par la maladie pour pouvoir intercéder, ses yeux parfois se posant sur moi avec une tristesse voilée, un regard qui en disait long sur ce qu'elle ne pouvait exprimer. J'avais tenté, ce soir-là, de partager une nouvelle qui me tenait à cœur, une idée pour un projet scolaire, une esquisse née de mes pensées les plus intimes. Je me souviens encore de la façon dont mon père avait levé les yeux de son journal, un geste mécanique, avant de retourner à sa lecture, marmonnant un de ses biens, ma fille, dénuée de toute conviction. Ma mère, elle, avait détourné le regard, comme si le sujet était trop trivial pour mériter son attention. Ce soir-là, dans le silence feutré de ce pavillon qui devait être un foyer, j'ai compris. J'ai compris que mes aspirations, mes joies, mes peines, n'étaient que des murmures dans le vent pour eux. L'indifférence était une cape lourde, tissée de leurs propres préoccupations, et elle m'enveloppait d'un froid glacial. Ce fut le début d'un long chemin, une solitude intérieure qui allait me forger, me pousser à chercher ailleurs la reconnaissance qu'ils refusaient de m'offrir. Le sentiment d'abandon, subtil mais profond, s'était installé, marquant le début de ma propre histoire, loin de leurs attentes silencieuses. Le petit pavillon de Saint-Germain-en-Laye devint, après cette soirée, le théâtre de mes évasions silencieuses. L'indifférence parentale, cette chape de plomb si lourde, avait paradoxalement libéré en moi une énergie nouvelle, une force brute qui ne demandait qu'à être canalisée. Mes parents continuaient leur ballet diplomatique, leurs conversations feutrées sur des sujets qui m'échappaient, tandis que Thomas s'enfonçait dans sa propre bulle d'adolescence. Moi, je me retirais dans ma chambre, un refuge modeste aux murs tapissés de posters d'architectes audacieux et de vies imaginaires. C'est là, dans ce sanctuaire personnel, que j'ai découvert la véritable nature de ma fuite. Mon regard, autrefois perdu dans les méandres des tapis anciens, se posait désormais sur les lignes nettes des façades, sur la courbe élégante d'un pont, sur la géométrie complexe d'un gratte-ciel. Les livres d'art et d'architecture, que j'avais commencé à dévorer avec une avidité insatiable, devinrent mes seuls compagnons. Les mots de mes parents s'effaçaient, remplacés par les traités de Le Corbusier, les théories de Vitruve, les visions lithopiques de Fourier. J'apprenais à voir le monde non plus à travers le prisme de leurs attentes déçues, mais à travers celui de la création, de la possibilité infinie. Le devint mon confident le plus fidèle. Ces pages vierges étaient un miroir de mon âme, un espace où mes rêves, si longtemps réprimés, pouvaient enfin prendre forme. J'y dessinais des maisons impossibles, des villes flottantes, des structures qui défiaient la gravité et les conventions. Chaque trait de crayon était une affirmation de mon existence, un cri silencieux contre le vide qu'ils avaient laissé. Je ne cherchais plus leur approbation, mais une forme de salut à travers la beauté et l'ordre que je pouvais imposer à mes propres créations. Je me souviens particulièrement d'une nuit d'été, la chaleur rendant l'air immobile. Mes parents étaient sortis, sans doute pour un dîner mondain, me laissant seule avec ma grand-mère, dont la respiration lente était le seul bruit régulier dans la maison. J'étais assise à mon bureau, la lumière de la lampe projetant une ombre douce sur mes mains. Le carnet était ouvert sur une double page, et je traçais les lignes d'une bibliothèque monumentale, un temple du savoir aux courbes inspiré par la nature. Chaque angle, chaque proportion était pensée pour évoquer la sérénité, la connaissance accessible. Je voulais créer des espaces qui respirent, qui invitent à la contemplation, à l'évasion, tout le contraire de l'atmosphère étouffante du petit pavillon. Les esquisses se succédaient, rapides, fiévreuses. Je ne me préoccupais pas de la perfection académique, mais de l'émotion brute qui se dégageait de chaque dessin. Je dessinais la lumière filtrant à travers des verrières immenses, le jeu des ombres sur des murs de pierre, la sensation d'espace et de liberté. C'était ma façon de construire un monde parallèle, un monde où j'étais comprise, valorisée, où mes idées avaient du poids. L'architecture était plus qu'un art. C'était un langage, celui de la structure, de la forme, de la fonction, mais aussi celui de l'émotion et de l'identité. Parfois, ma grand-mère venait se poster sur le seuil de ma chambre, son visage émacié éclairé par un faible sourire. Elle ne disait rien, se contentant de regarder, ses yeux fatigués mais pleins d'une tendresse que je n'avais jamais reçue de mes parents. Elle comprenait, sans que j'aie besoin de parler. Elle voyait la flamme qui s'allumait en moi, cette soif de construire, de créer, de laisser une empreinte. Sa présence silencieuse était un baume sur mes blessures,
un rappel que je n'étais pas entièrement seule. Ces moments volés, passés à dessiner dans le secret de ma chambre, étaient mes premières lignes de fuite. Elles étaient la promesse d'un avenir différent, un avenir que je construirais moi-même, pierre par pierre, trait par trait. L'indifférence de ma famille avait semé en moi une graine de doute, mais elle avait aussi, paradoxalement, nourri une détermination farouche. J'allais leur prouver, et surtout me prouver à moi-même, que mes rêves avaient une valeur, qu'ils pouvaient prendre corps et devenir réalité. La chambre devint mon atelier, le carnet mon université, et le désir de créer ma seule et unique boussole. Loin des salons guindés et des conversations vides, je commençais à bâtir les fondations de ma future vie, une vie où la créativité serait mon refuge et ma force. Le petit pavillon, ce soir-là, n'était qu'une coquille vide. Mes parents vaquaient à leurs occupations, leurs conversations feutrées sur des sujets qui me restaient étrangers. Thomas, mon frère, s'était éclipsé, comme à son habitude, préférant la compagnie de ses amis à celle de sa famille. Ma grand-mère, affaiblie, ne pouvait plus être le phare dans cette mer d'indifférence. L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits et d'une froideur qui avait fini par me glacer le sang. J'avais 18 ans, un âge où l'on s'attend à être vu, entendu, encouragé. Au lieu de cela, je me sentais invisible, une ombre errant dans les pièces d'une maison qui ne serait jamais vraiment la mienne. Cette nuit-là, le silence devint assourdissant. Ce n'était plus le silence apaisant d'une maison endormie, mais le silence pesant de l'abandon. J'avais longtemps cherché une brèche dans le mur de leur désintérêt, une étincelle de reconnaissance dans leur regard fuyant. Mais il n'y avait rien. Juste le vide. L'architecture, mes dessins, ma passion naissante, tout cela était un monde à part, un univers que j'avais construit dans le secret de ma chambre, loin de leur jugement silencieux. Mon carnet de croquis, mon confident le plus fidèle, était mon seul véritable bien. Le poids de ce carnet, je le sentais à chaque instant, une encre qui me liait à mon rêve, mais aussi un fardeau dans ma nouvelle réalité précaire. Les jours se sont succédés, rythmés par la nécessité. Je vivais dans une minuscule chambre de bonne sous les toits de Paris, un espace exigu où l'air semblait toujours un peu vicié. Pour financer mes études à l'école d'architecture, j'enchaînais les petits boulots. Je servais dans des brasseries bondées jusqu'à épuisement, je faisais des heures supplémentaires dans des librairies poussiéreuses, je corrigeais des copies pour des professeurs qui ne se souvenaient même pas de mon nom. Chaque franc gagné était une petite victoire, un pas de plus vers l'autonomie. La fatigue était une compagne constante, une ombre qui me suivait partout, mais elle était préférable au vide de l'indifférence que j'avais fui. Pendant ce temps, mes parents continuaient leur vie, imperturbables, dans leur bulle de privilèges. Thomas, mon frère, vivait toujours sous leur toit, choyé et dépendant. Je n'avais aucune nouvelle d'eux, aucun signe de vie. Parfois, dans les moments de doute, une pensée fugace me traversait l'esprit. S'ils savaient dans quelles conditions je vivais, se soucieraient-ils? La réponse, je la connaissais déjà. Leur silence était une confirmation de leur absence, une blessure qui, bien que profonde, ne faisait qu'alimenter ma détermination. Je me souviens de ces nuits où, après des journées harassantes, je rentrais dans ma chambre glaciale. Le seul réconfort était mon carnet. Sous la faible lumière d'une ampoule nue, je redessinais des façades. J'imaginais des espaces qui respiraient la lumière, des lignes pures qui défiaient la pesanteur. C'était mon échappatoire, mon havre de paix. Chaque trait de crayon était une affirmation de mon existence, une manière de me prouver que j'existais, que ma passion avait un sens, même si personne d'autre ne semblait le voir. C'était dans ces moments de solitude créatrice que je puisais la force de continuer. Je ne cherchais plus leur amour, mais la validation de mon propre chemin. L'architecture était devenue plus qu'une passion. C'était mon refuge, mon arme, ma promesse d'un avenir différent. Ces années de lutte furent fondatrices. Elles m'ont appris la valeur du travail acharné, la résilience face à l'adversité. J'ai appris à compter sur moi-même, à faire confiance à mon instinct. Loin de la chaleur illusoire du cocon familial, j'ai forgé ma propre force, une carapace solide contre les déceptions futures. Chaque sacrifice, chaque privation, chaque heure passée à travailler ou à étudier était une pierre ajoutée à l'édifice de mon indépendance. Je construisais ma vie, brique par brique, croquis par croquis, sans aide, sans soutien, mais avec une conviction inébranlable, celle de prouver que je pouvais réussir par moi-même. Le chemin était ardu, semé d'embûches, mais chaque obstacle surmonté renforçait ma conviction. Je ne céderais pas. Mon avenir, je le bâtirais de mes propres mains, loin de l'ombre de ceux qui m'avaient abandonné. Les années de labeur acharné finirent par porter leurs fruits. Après avoir navigué à travers les eaux tumultueuses des petits boulots et des nuits blanches à étudier, le jour de la remise des diplômes arriva. Ce n'était pas une cérémonie grandiose, loin des fastes que j'avais pu imaginer enfant, mais pour moi, elle représentait la véritable naissance de mon indépendance. Le diplôme en poche,
Je me sentais à la fois allégée et effrayée par l'immensité des possibilités qui s'ouvraient devant moi. J'avais enfin la clé, non pas celle du petit pavillon, mais celle qui ouvrait les portes du monde professionnel. Ma première expérience significative fut dans un cabinet d'architecture réputé, un endroit où l'élégance des lignes et la rigueur des calculs régnaient en maître. J'y suis entrée avec l'humilité de celle qui n'a rien à perdre, mais avec la détermination farouche de celle qui a tout à prouver. Les premiers mois furent une immersion brutale dans la réalité du métier. Loin des idéaux romantiques de mes croquis, il y avait la complexité des contraintes budgétaires, les exigences des clients et la nécessité de traduire une vision artistique en plan réalisable. J'appris à maîtriser les logiciels de conception, à négocier avec les fournisseurs, à décortiquer les réglementations. Chaque jour était un défi, une occasion d'apprendre et de grandir. Je me souviens de mon premier projet d'envergure, la rénovation d'un immeuble ancien dans le Marais. Les défis étaient nombreux. Préserver l'âme du bâtiment tout en y intégrant des normes modernes, respecter l'histoire des lieux tout en y insufflant une nouvelle vie. J'y ai consacré des heures innombrables, peaufinant chaque détail, cherchant la perfection dans chaque courbe, dans chaque choix de matériaux. Mon carnet de croquis, toujours à portée de main, se remplissait de nouvelles esquisses, de solutions audacieuses. C'était mon sanctuaire, le lieu où je pouvais laisser libre cours à mon imagination, loin des contraintes du bureau. Mon supérieur, M. Dubois, un homme d'une rigueur implacable mais juste, reconnut rapidement mon potentiel. Il me confiait des responsabilités croissantes, me poussant à dépasser mes limites. Il me parlait souvent de la nécessité de trouver un équilibre entre la forme et la fonction, entre l'esthétique et la praticité. Ses conseils, parfois sévères, étaient précieux. Il m'aidait à affiner ma vision, à construire une approche plus mature de mon art. J'étais loin de la jeune fille effacée qui avait fui le domicile familial. J'étais devenue une jeune femme déterminée, forgée par l'adversité et animée par une passion inébranlable. Malgré le succès professionnel, une certaine mélancolie persistait. Les fêtes de fin d'année, les anniversaires, les moments familiaux, autant d'occasions qui me rappelaient l'absence de lien, le vide laissé par le rejet de mes parents. Je n'avais aucune nouvelle d'eux, ni de Thomas. Leur silence était une blessure sourde, un rappel constant de leur indifférence. Pourtant, je ne laissais pas cette douleur me consumer. Au contraire, elle alimentait ma détermination à construire une vie qui me ressemble, une vie où je serais maîtresse de mon destin. L'atelier, ce lieu où je passais désormais la majorité de mon temps, était devenu mon véritable foyer. C'était un espace où mes idées prenaient forme, où ma créativité s'exprimait librement. Chaque projet était une nouvelle pierre posée à l'édifice de ma réussite, un pas de plus vers l'indépendance totale. J'apprenais à me satisfaire de mes propres victoires, à trouver la force en moi-même, sans attendre la reconnaissance de ceux qui m'avaient autrefois délaissé. Le chemin était encore long, mais j'avais trouvé ma voie, et rien ne pouvait désormais m'arrêter. Les années passées dans l'ombre du cabinet m'avaient forgé une carapace, mais surtout, elles avaient affiné ma vision. J'avais appris les codes, les contraintes, mais aussi la puissance d'une idée audacieuse. C'est dans ce creuset d'expérience et de détermination que naquit le projet Étoile filante. Ce n'était pas juste un bâtiment, c'était une philosophie, une manière de repenser l'espace urbain. Je l'avais esquissé, patiemment, dans les marges de mes carnets, une constellation de lignes audacieuses qui semblaient défier la gravité et les conventions. L'idée était de créer un complexe multifonctionnel, un lieu de vie, de travail et de création, dont la structure aérienne évoquerait la légèreté d'une traînée lumineuse dans le ciel nocturne. Je me souviens de la première fois où j'ai présenté ces esquisses à M. Dubois. Il avait levé un sourcil sceptique, habitué aux projets plus conventionnels, plus rentables. « Héloïse, avait-il dit, sa voix toujours empreinte d'une autorité distante, c'est ambitieux. Trop ambitieux, peut-être. Mais je reconnais l'originalité. » Ces mots, empreints de prudence, étaient pour moi une invitation à prouver le contraire. J'ai travaillé d'arrache-pied, transformant mes croquis en plans précis, mes rêves en calculs rigoureux. Les nuits s'étiraient, rythmées par le cliquetis du clavier et le bruit de mon propre souffle concentré. J'ai peaufiné chaque détail, chaque angle, chaque matériau, cherchant à traduire cette idée de fluidité et de connexion. Le véritable tournant s'est produit lorsque j'ai décidé de présenter le projet Étoile filante, un concours d'architecture international, un événement réputé pour dénicher les talents émergents. C'était un risque énorme. Le dossier de candidature exigeait une présentation détaillée, des maquettes virtuelles, des projections financières, tout ce qui incarnait le succès et la reconnaissance que je n'avais jamais reçue de ma famille. J'ai utilisé mes maigres économies pour financer la réalisation des maquettes les plus fidèles, celles qui donnaient vie à mes idées. Je me sentais comme une artiste avant son vernissage, partagée entre l'excitation et une profonde angoisse. L'annonce des finalistes fut un moment suspendu. Mon nom, Héloïse Dubois,
figurait parmi les sélectionnés. Ce n'était pas seulement une reconnaissance professionnelle. C'était une validation de toutes ces années de sacrifice, de solitude, de doute. Le projet Étoile filante commençait à résonner, à attirer l'attention. Les articles de presse spécialisés mentionnaient cette jeune architecte parisienne et sa vision novatrice. Pour la première fois, j'avais l'impression que mon travail parlait pour moi, qu'il créait un pont entre le monde que j'avais fui et celui que je construisais. J'étais sur le point de franchir une nouvelle étape, celle où mes aspirations ne seraient plus seulement des dessins dans un carnet, mais des réalisations tangibles, des structures qui raconteraient mon histoire. L'architecture était devenue mon langage, et Étoile filante en était le premier grand discours. L'annonce tomba comme une étoile filante dans ma vie jusque-là si mesurée. Le prestigieux prix international d'architecture, celui dont les lauréats étaient les phares de notre profession, portait mon nom. Héloïse Dubois. Ces mots résonnaient avec une puissance inattendue, un écho lointain des murmures de mépris et d'indifférence qui avaient jalonné mon enfance. J'étais à l'atelier d'architecture Éclat, ce havre de lumière et de créativité que j'avais bâti de mes propres mains lorsque la notification est arrivée. Un email, simple, presque banal, mais qui contenait la promesse d'un monde nouveau. Ce n'était pas seulement la consécration de mon travail acharné, de ces nuits sans sommeil à peaufiner chaque ligne des plans du projet Étoile filante. C'était bien plus que cela. C'était la preuve tangible que ma vision, cette audace qui avait suscité le scepticisme de M. Dubois, avait trouvé un écho bien au-delà des murs de notre cabinet. Le jury, composé d'architectes renommés du monde entier, avait vu en mon projet non pas une simple structure, mais une philosophie, une nouvelle manière de penser l'espace urbain. Ils avaient perçu la poésie dans mes lignes, la force dans ma détermination. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Les articles dans la presse spécialisée se multiplièrent, me décrivant comme une étoile montante, une architecte parisienne à la vision novatrice. Les invitations à des conférences, des colloques, des vernissages affluèrent. Mon nom, autrefois synonyme de honte pour certains, devenait un gage de succès, de talent. J'ai reçu une invitation à la soirée de gala où serait célébrée la remise des prix. Une soirée où les plus grands noms de l'architecture mondiale se côtoieraient. J'ai hésité un instant. Aller à cette soirée, c'était me présenter sous les feux des projecteurs, là où mon succès serait public, incontestable. C'était affirmer ma place dans ce monde qui m'avait longtemps été inaccessible. J'ai repensé à ces années de solitude, à la douleur de l'abandon, à la froideur de la Villa des Lumières. Et puis, j'ai pensé à mon carnet, rempli de rêves, à mon atelier, fruit de ma seule volonté. Le projet Étoile filante n'était pas seulement un bâtiment, c'était moi, ma résilience, ma renaissance. Ce soir-là, en me préparant, j'ai regardé mon reflet. La jeune femme que j'étais devenue n'avait plus rien de celle qui avait fui le petit pavillon. Il y avait dans mes yeux une force nouvelle, une assurance forgée par l'adversité et couronnée par la reconnaissance. Je n'avais pas besoin de leur approbation, mais j'avais besoin de me prouver, à moi-même, que je pouvais construire ma propre légende, indépendamment de leur jugement. L'architecture était mon langage, et ce prix était le premier grand discours que je prononçais au monde, un discours qui disait « Je suis là, et je suis brillante ». Le tourbillon médiatique qui a suivi la remise du prix international d'architecture s'est rapidement transformé en une opportunité concrète. Les éloges et les articles, bien que gratifiants, ne pouvaient remplacer la satisfaction profonde de bâtir quelque chose de tangible, de laisser une empreinte physique dans le monde. C'est à ce moment précis, forte de cette reconnaissance mondiale et de la confiance retrouvée, que j'ai décidé de franchir une nouvelle étape décisive, acquérir ma propre demeure. Pas n'importe laquelle. Une maison qui serait le reflet de mon parcours, de mes aspirations, un sanctuaire où chaque pierre raconterait mon histoire. J'ai longtemps parcouru les rues de Paris, le cœur battant d'une excitation mêlée d'appréhension. Je cherchais plus qu'une simple adresse. Je cherchais une âme, une structure qui dialoguerait avec mon propre esprit créatif. C'est au détour d'une avenue arborée, dans un quartier paisible mais vibrant, que je l'ai trouvée. Une magnifique maison d'architecte, aux lignes épurées et audacieuses, presque une sculpture vivante. Ses grandes baies vitrées semblaient capter la lumière pour la diffuser à travers chaque pièce, et son jardin, bien que négligé, promettait une oasis de quiétude. Elle portait les stigmates du temps, quelques fissures discrètes, une façade qui avait perdu de son éclat, mais sous ses imperfections, je percevais une beauté intemporelle, une promesse de renouveau. L'achat s'est fait rapidement, presque avec une évidence. Les fonds issus des récompenses et des premiers contrats importants m'ont permis de réaliser cet investissement sans nombre d'un doute. La véritable aventure commença ensuite, la rénovation. Ce n'était pas une simple remise au goût du jour, mais une réinterprétation profonde, une fusion entre la vision de son architecte originel et ma propre sensibilité. Chaque choix de matériaux, chaque agencement,
Chaque détail fut pensé avec la même minutie que pour le projet Étoile filante. J'ai souhaité y intégrer des éléments qui rappelaient mes origines, non pas pour me complaire dans la douleur, mais pour transformer ces souvenirs en force. Les murs ont été repensés pour maximiser la lumière naturelle, créant une atmosphère à la fois spacieuse et intime. J'ai fait installer une bibliothèque monumentale, remplie non seulement d'ouvrages d'architecture, mais aussi de littérature, de philosophie, des compagnons silencieux de mes longues soirées. Le jardin, autrefois un peu sauvage, fut métamorphosé en un espace paysager harmonieux, où des essences rares côtoyaient des plantes plus familières, créant un tableau vivant qui évoluait au fil des saisons. Au centre, j'ai fait installer une petite fontaine discrète, dont le murmure constant apportait une sérénité apaisante. Cette maison n'était pas seulement un investissement immobilier. Elle était le symbole de mon indépendance, de ma réussite forgée à la seule force de mon travail et de ma vision. Elle incarnait la liberté que j'avais tant cherchée, la possibilité de créer mon propre univers, loin des contraintes et des attentes qui avaient autrefois défini mon existence. C'était mon refuge, mon affirmation, le testament vivant que les rêves, même les plus audacieux, pouvaient prendre forme et solidité. Elle portait en elle la promesse d'un nouveau chapitre, un chapitre écrit de ma propre main, dans la lumière de mon succès. Le succès a cette curieuse faculté de résonner là où le silence avait régné en maître. Les mois qui suivirent la remise du prix international furent un tourbillon de sollicitations professionnelles, de conférences, de projets ambitieux qui semblaient germer à chaque coin de rue. Ma nouvelle maison, ce cocon parisien, était le reflet de cette nouvelle vie, un espace où chaque détail portait la marque de mon indépendance retrouvée. Pourtant, au milieu de cette effervescence, une forme de quiétude s'était installée en moi, une sérénité née de la certitude d'avoir bâti mon propre destin. Ce fut un article dans un magazine de décoration de renom qui vint troubler cette paix. Une double page consacrée à ma demeure, mettant en avant son architecture audacieuse et l'histoire de sa propriétaire. Les photographies de mes espaces de vie, de ma bibliothèque monumentale, du jardin métamorphosé, s'étalaient sous les yeux de milliers de lecteurs. Je ne cherchais pas la reconnaissance de ma famille, pas après toutes ces années de silence assourdissant, mais le destin, lui, semblait avoir d'autres plans. Un après-midi, alors que je travaillais sur de nouveaux plans dans mon atelier, le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je décrochai, une pointe d'appréhension au cœur. Une voix hésitante, familière et pourtant étrangère, s'éleva. « Héloïse ?» C'est maman. Isabelle. Le choc fut immédiat. Isabelle Dubois. Ma mère. Les années de silence s'étaient effondrées en un instant. Sa voix était empreinte d'une émotion que je n'avais jamais entendue, une fragilité mêlée d'une pointe d'espoir. Elle m'expliqua qu'elle avait vu l'article, qu'elle était tombée des nues en découvrant mon succès, ma maison. Elle parlait avec une rapidité fébrile, comme si elle craignait que je ne raccroche. Puis, Bernard. Son mari. Mon père. Sa voix, plus mesurée, mais tout aussi surprenante, s'invita dans la conversation. Il reconnaissait mon talent, parlait de fierté, des mots qui sonnaient creux, si tardivement prononcés. Il semblait vouloir effacer des années de dédain, de froideur calculée. Il évoqua même Thomas, mon frère, qui aurait également été stupéfait par ma réussite. Le mur de silence qui nous avait séparés pendant si longtemps semblait enfin se fissurer, sous le poids de mon succès, de cette maison qui criait ma résilience. Il voulait me voir, proposer une sorte de réconciliation. Une invitation à dîner à la Villa des Lumières. L'idée même me parut surréaliste. La Villa des Lumières, ce lieu de mon enfance, chargé de tant de souvenirs douloureux. Pourtant, une partie de moi, celle qui avait tant souffert de leur absence, ressentait une étrange curiosité. Était-ce le moment de confronter le passé, ou simplement d'observer leur nouvelle façade, construite sur les cendres de mon propre silence? J'acceptai, le cœur lourd d'une appréhension mêlée d'une attente fébrile. Le passé était sur le point de frapper à ma porte, et cette fois, je ne fuirais pas. La Villa des Lumières. Ce nom résonnait en moi comme une ancienne blessure, une promesse jamais tenue. Pourtant, c'est là que j'avais accepté de les retrouver. L'idée de franchir à nouveau ce seuil, après tant d'années de silence, me donnait des sueurs froides. J'avais choisi de m'y rendre seul, sans avertissement préalable, afin de ne pas leur laisser le temps de préparer un décor, de peaufiner leur mise en scène. Je voulais voir leur réaction, la vérité nue derrière leur masque. Le trajet fut long, chaque kilomètre parcouru me rapprochant d'une confrontation que je redoutais autant que j'espérais. Les rues familières de Neuilly-sur-Seine défilaient, témoins muets de mon enfance. La demeure elle-même se dressait, imposante, presque intimidante, comme une forteresse de verre et de marbre. Je me garai devant le portail, respirant profondément avant de sortir de ma voiture. Le gravier crissait sous mes pas, un son familier qui me ramena des années en arrière. Je sonnai.
L'attente fut brève, quelques secondes qui me parurent une éternité. La porte s'ouvrit sur Bernard. Il était là, figé sur le seuil, son regard parcourant ma silhouette avec une surprise mêlée d'une pointe d'agacement. Il avait vieilli, ses cheveux grisonnaient davantage, mais son expression de supériorité habituelle n'avait pas changé. Derrière lui, Isabelle apparut, plus fragile, ses yeux cherchant les miens avec une intensité presque suppliante. Puis, Thomas. Son sourire était narquois, un mélange de jalousie et de fausse bonhomie. Ils formaient tous trois le tableau figé de mon passé, le monument à mon abandon. « Héloïse, ma chérie », commença Isabelle, sa voix tremblante, s'avançant pour tenter de m'enlacer. Je reculai légèrement, le mouvement subtil mais calculé. L'étreinte, je ne pouvais pas encore l'accepter. « Nous sommes si heureux que tu aies accepté de venir. » Bernard, reprenant le contrôle, me fit signe d'entrer. « Entre, Héloïse. Ne reste pas sur le pas de la porte. » Son ton était celui d'un maître de cérémonie, pas celui d'un père. L'intérieur de la villa des Lumières était inchangé. Le marbre froid, les lustres étincelants, l'odeur de cire et de prestige. Tout me rappelait combien j'avais été étrangère à ce monde, combien j'avais été mise à l'écart. Ils m'invitèrent à m'asseoir dans le salon, ce même salon où j'avais passé tant d'heures à me sentir invisible. « C'est une maison magnifique que tu as là, Héloïse, » lâcha Bernard, tentant un compliment maladroit. J'ai lu l'article. Vraiment impressionnant. Thomas renchérit, un sourire moqueur aux lèvres. Pas mal pour quelqu'un qui a toujours été le mouton noir. Qui aurait cru, hein? Je les observais, chacun dans son rôle. Isabelle, la mère dévouée qui se cachait derrière son mari. Bernard, l'homme d'affaires qui ne voyait que les apparences et le succès. Thomas, le frère aigri, incapable de supporter ma réussite. Leur réconciliation semblait être une performance calculée, une tentative désespérée de récupérer ce qu'ils avaient négligé, de profiter de mon éclat. Ils voulaient une part de ma lumière, mais ils avaient oublié qu'ils avaient eux-mêmes éteint la mienne pendant des années. La vérité était que, malgré leurs mots doux et leurs sourires forcés, le fossé entre nous était trop grand. Le silence qu'ils avaient imposé était devenu une armure pour moi, une armure qui ne pouvait plus percer. J'étais là, assise face à eux, mais mon cœur était déjà ailleurs, résolu à ne plus jamais me laisser engloutir par leur monde artificiel. Le dîner s'annonçait long, et je sentais déjà la fatigue de devoir jouer un rôle que je ne voulais plus endosser. Le dîner se déroula dans une atmosphère lourde, chaque bouchée semblant devoir être mâchée avec une précaution infinie. Les conversations étaient fragmentées, ponctuées de silences gênants que chacun tentait maladroitement de combler. Bernard, toujours maître de cérémonie, posait des questions sur ma vie parisienne, sur mon travail, mais ses yeux ne cherchaient pas la connexion, seulement l'information, comme s'il dressait un bilan de ma réussite. Isabelle, quant à elle, observait Thomas avec une inquiétude palpable, comme si elle craignait une de ses remarques cinglantes. Mon frère, fidèle à lui-même, ne manquait pas une occasion de glisser des piques déguisées. C'est vrai que tu as toujours eu un certain flair pour les choses, Héloïse. Même quand tu te cachais dans ton petit monde. Son regard glissait vers moi, un sourire narquois étirant ses lèvres. Tu te souviens, maman, quand elle passait des heures à dessiner des maisons imaginaires dans son coin. On pensait tous que c'était une lubie. Je le laissais parler, savourant intérieurement le contraste entre son sarcasme et la fierté qu'il prétendait ressentir. Mon regard se porta sur Isabelle. Ses mains fines, ornées d'eau, s'agitaient nerveusement sur la nappe immaculée. Elle semblait vouloir dire quelque chose, une hésitation traversant son regard. J'attendis, le cœur battant d'une anticipation mêlée d'une pointe de lassitude. Après tout, j'étais venue pour comprendre. « Héloïse », commença-t-elle enfin, sa voix basse et tremblante. « Il y a des choses que nous n'avons pas bien faites. Ton père et moi. » Bernard la coupa net, son regard dur planté dans le sien. « Isabelle, nous sommes ici pour une nouvelle étape. Parlons de l'avenir, pas du passé. » Mais Isabelle ne se laissa pas intimider cette fois. Un cri inattendo semblait la traverser. Elle soutint le regard de son mari, puis se tourna vers moi. « Non, Bernard. Il faut qu'elle sache. Héloïse, à l'époque, quand tu voulais aller à cette école d'architecture, ton père a reçu une proposition. Une opportunité pour lui, à l'étranger. Il a pensé que ton départ aurait pu compromettre ce projet. Le souffle me manqua. L'école d'architecture. Mon rêve. J'avais toujours cru qu'ils avaient simplement désapprouvé ma passion, qu'ils me trouvaient trop rêveuse, trop éloignée de leurs ambitions matérialistes. Mais entendre cela, c'était différent. C'était une trahison calculée, une décision prise à mon insu, sacrifiant mon avenir sur l'autel de leur propre ambition. Bernard, lui, gardait un visage impassible,
mais une rougeur subtile montait à ses joues. Thomas, lui, semblait surpris, une lueur de compréhension naissant dans ses yeux, rapidement masquée par son habituelle méfiance. « C'est une absurdité, » répliqua Bernard, sa voix plus forte, plus autoritaire. « Tu confonds les choses, Isabelle. Héloïse était trop jeune, trop fragile pour s'éloigner. Nous avons agi pour son bien. Pour mon bien? » La question m'échappa, teintée d'une amertume nouvelle. Vous avez préféré votre carrière à mon avenir. Vous m'avez laissé croire que mes rêves n'avaient aucune valeur. Le silence retomba, plus lourd encore qu'auparavant. Les non-dits s'amoncelaient, formant un mur invisible entre nous. Isabelle baissait les yeux, visiblement mal à l'aise. Bernard se leva, son visage fermé. Le dîner est terminé. Héloïse, si tu as fini de nous faire la leçon. Je restais assise, le regard fixé sur les restes de ce repas qui se voulait réconciliation, mais qui n'était qu'une nouvelle preuve de leur profonde défaillance. L'objet de leur rejet initial n'était pas ma personne, mais leur propre intérêt. Cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, me libérait d'une partie du poids de la culpabilité que j'avais portée pendant si longtemps. Ils n'avaient pas seulement abandonné leur fille, ils avaient sacrifié son potentiel pour leur propre gain. Et maintenant, ils revenaient, attirés par la lumière de ma réussite, espérant peut-être une absolution facile. Mais le chemin de la vérité, aussi sombre soit-il, était désormais le mien, et je ne comptais pas m'arrêter là. J'avais besoin de comprendre l'étendue de leur duplicité. La révélation d'Isabelle avait agi comme un détonateur. Le dîner, censé être un simulacre de retrouvailles, s'était transformé en champ de bataille silencieux. Bernard, furieux, avait tenté de noyer le sujet sous son autorité, mais le poison du mensonge était désormais injecté. Je ne pouvais pas en rester là. Les restes du repas, aussi indigestes que les vérités qui venaient d'éclater, restaient sur la table. Je me levai, le mouvement délibéré, et me dirigeai vers le jardin d'hiver. L'air y était plus doux, chargé de l'odeur des orchidées et de la terre humide. C'était un espace de transition, un lieu où l'on se réfugiait pour échapper à la froideur du reste de la maison. Parfait pour la suite. « Venez, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Il reste encore des choses à éclaircir. Bernard me suivit à contre-cœur, sa mâchoire serrée. Thomas, curieux et peut-être un peu troublé par la tournure des événements, emboîta le pas. Isabelle, elle, restait sur place, les mains jointes, l'air perdu. Je me tournai vers elle. « Maman, viens. Tu as commencé quelque chose. Finissons ensemble. » Elle hésita, jeta un regard suppliant à Bernard, puis, rassemblant un courage que je ne lui connaissais pas, me rejoignit. Nous nous installâmes dans les fauteuils de rotin, entourés par la verdure luxuriante. La lumière filtrant à travers la verrière donnait à la scène une atmosphère irréelle, presque onirique. C'était le décor parfait pour exposer les fantômes de notre passé. Vous avez sacrifié mon avenir pour une opportunité professionnelle. Commençai-je, m'adressant d'abord à Bernard, puis à Isabelle. Vous m'avez laissé croire que mes rêves étaient insignifiants, que je n'étais pas assez. Mais le vrai sacrifice, ce n'était pas le mien. C'était le vôtre. Vous avez sacrifié la possibilité d'avoir une fille épanouie, une fille qui ne serait pas hantée par le doute. Bernard ouvrit la bouche pour protester, mais je levai une main pour l'interrompre. Ne niez pas. Isabelle l'a dit. Et j'ai retrouvé quelque chose. Je sortis de mon sac une vieille enveloppe jaunie. Une lettre. Je la dépliai lentement. C'était une lettre de la directrice de l'école d'architecture, datant de l'époque où j'avais dû renoncer. Elle y exprimait sa déception de ne pas me compter parmi ses élèves et mentionnait les excellentes références fournies par mon père. Des références qu'il avait dûment envoyées, mais qu'il avait ensuite utilisées comme prétexte pour me convaincre de ne pas partir. Tu vois, continuai-je, ma voix se brisant légèrement. Vous n'avez pas seulement bloqué mon chemin, vous avez falsifié la réalité. Vous avez menti. Thomas Schwekane. C'est toujours la même histoire avec toi, Héloïse. Tout est sens persecuté. Persecuté. Je le regardais droit dans les yeux. Non, Thomas. Je me sens trahi. Et toi, tu as toujours été le complice silencieux, celui qui profitait de mon malheur pour se sentir supérieur. Je me tournai vers Isabelle. Et toi, maman? Tu savais. Tu savais que ce n'était pas juste. Tu as vu ma douleur, et tu n'as rien fait. Tu as préféré la paix de votre couple à la vérité. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Bernard se leva brusquement, son visage livide. C'est suffisant. Je ne tolérerai pas cette mascarade. Masquerade? Je me levai à mon tour, le regard fixé sur lui. La mascarade, c'était vous, depuis le début. Vous avez construit votre vie sur des apparences,
et vous avez failli détruire la mienne par la même occasion. Mais vous avez échoué. Je suis là, et je suis plus forte que vous ne l'auriez jamais imaginé. Je pris une profonde inspiration. Et maintenant, je sais. Je sais pourquoi vous m'avez abandonné. Ce n'était pas à cause de moi, mais à cause de votre propre faiblesse. Le silence qui suivit fut assourdissant, chargé de toutes les années de mensonges et de souffrances. J'avais enfin obtenu ma confrontation. La vérité était sortie, crue et douloureuse. Le jardin d'hiver, autrefois symbole de beauté et de sérénité, était devenu le théâtre de notre implosion familiale. Je les regardais, ces trois visages figés par la honte et la surprise, et je sus que le chemin vers une véritable réconciliation était encore long, peut-être même impossible. Mais pour moi, le chemin vers la guérison commençait maintenant. La galerie, le reflet, baignait dans une lumière tamisée, les murs blancs immaculés servant de toile de fond à mes créations. L'air était vibrant de murmures, d'une anticipation palpable. C'était le soir de l'inauguration de mon exposition, le couronnement de tant d'années de labeur, de sacrifice et surtout de vérité. J'avais choisi ce lieu, ce moment, pour bien plus que présenter mon projet Étoile filante. Je voulais que mes réalisations architecturales portent le poids de ma propre histoire, que les lignes de mes plans révèlent les contours de leur défaillance. À travers la foule, mes yeux cherchaient des visages familiers. Bernard, Isabelle, Thomas. Ils étaient là, bien sûr, comme des spectres invités à contempler le triomphe de celle qu'ils avaient tenté de faire disparaître. Bernard arborait son sourire habituel, celui qui dissimule l'acier sous le velours, son regard balayant la salle avec une assurance calculée. Isabelle, à ses côtés, semblait plus fragile que jamais, son collier de perles brillant sous les projecteurs, un pâle reflet de son ancienne splendeur. Thomas, lui, affichait une moue d'ennui fin, ses yeux furtivement rivés sur moi, une lueur de jalousie mal dissimulée. Le discours d'ouverture avait été prononcé, les applaudissements s'étaient éteints. C'était mon tour. Je m'avançai vers le micro, le cœur battant à un rythme syncopé, non pas de peur, mais d'une résolution farouche. La foule est haute, éteinte. Je ne commençais pas par parler de béton, de verre ou d'acier. Je parlais de silence. Du silence assourdissant d'une enfance où les mots d'amour n'étaient jamais prononcés, des silences qui dissimulaient des décisions prises à mon insu, des silences qui laissaient place à des mensonges. Ce soir, je ne vous présente pas seulement des bâtiments, commençai-je, ma voix résonnant dans le silence attentif. Je vous présente des espaces qui ont pris forme dans nombre des non-dits. Mon projet, Étoile filante, est né d'un désir profond de construire, de créer, de laisser une trace. Mais avant de bâtir des structures, j'ai dû reconstruire mon propre récit. Je me tournai vers ma famille, leur adressant un regard direct, sans détour. Bernard se redressa, son expression se durcissant. Isabelle baissait les yeux. Thomas détourna la tête, comme s'il cherchait une échappatoire. Il fut un temps où mes rêves architecturaux furent jugés futiles, une simple lubie d'enfant, poursuivis-je, la voix empreinte d'une émotion contenue. On m'a fait croire que mes aspirations étaient déraisonnables, que ma place n'était pas là où mon cœur me guidait. On m'a dit que partir, c'était prendre un risque pour eux. J'ai sorti de ma poche une copie des plans du projet Étoile filante, mais ce n'était pas pour les admirer. Je les posai sur un socle, à côté de mon micro. Ces plans représentent une vision, une ambition. Mais ils sont aussi le fruit d'une liberté chèrement acquise. La liberté de choisir mon propre chemin, loin des chaînes invisibles qui tentaient de me retenir. Un murmure parcourut la foule. Je sentais tous les regards braqués sur nous, sur cette scène qui se déroulait sous leurs yeux. J'avais décidé de ne plus porter seul le poids de leur histoire. J'ai découvert récemment, par la voix de ma mère, qu'un choix avait été fait à mon insu. Un choix qui a sacrifié mon avenir sur l'autel de leurs opportunités. Un choix qui m'a fait croire que mon potentiel était limité par leur propre peur. Bernard tenta de s'interposer, mais je le stoppai d'un geste. Non, Bernard. Il est temps que la vérité éclate. La vérité, c'est que vous n'avez pas cru en moi. Vous avez préféré le confort de vos mensonges à la force de mes convictions. Je les regardai un par un, mon regard s'attardant sur chacun d'eux. La honte dans leurs yeux était palpable, un miroir déformé de ma propre douleur passée. La galerie entière était devenue le témoin de leur déchéance, de leur façade écornée. Ce soir, mes murs parlaient, et ils racontaient une histoire bien plus complexe que celle de simples édifices. Ils racontaient ma résilience, ma victoire sur l'abandon, et la vérité implacable de leur égoïsme. La soirée, qui devait être celle de ma gloire, devenait aussi celle de leur exposition publique. Le silence qui suivit mes paroles fut assourdissant. Les murmures de la foule se turent, remplacés par une attente palpable. Je pouvais sentir le poids des regards, non plus seulement sur moi, mais sur eux.
Bernard, dont le visage avait pâli, tentait de retrouver une contenance, mais ses yeux trahissaient une panique grandissante. Isabelle, les mains serrées sur le petit sac qu'elle tenait, semblait au bord des larmes, son collier de perles, autrefois symbole de son statut, lui collant à la peau comme un remords. Thomas, lui, avait perdu toute trace de son arrogance. Il fixait le sol, ses épaules voûtées sous le poids de l'humiliation publique. J'ai senti une vague de tristesse me submerger, une tristesse profonde pour l'amour familial qui n'avait jamais été, pour les années perdues dans l'attente d'une reconnaissance qui n'est jamais venue. Mais cette tristesse était désormais enveloppée d'une force nouvelle, celle de la vérité enfin libérée. J'ai continué, ma voix plus posée, mais empreinte d'une autorité nouvelle. J'ai construit ma vie sur des fondations solides, bâties sur mon travail, ma passion, et surtout sur la connaissance de qui je suis. Vous, en revanche, avez bâti la vôtre sur des apparences fragiles, sur des mensonges soigneusement entretenus. J'ai fait un pas en avant, m'approchant du socle où reposaient les plombs du projet Étoile filante. Ce projet, c'est plus qu'une simple construction. C'est la matérialisation de mes rêves, de mes sacrifices. C'est la preuve que même dans l'ombre de votre indifférence, j'ai trouvé la lumière. Et cette lumière, je ne la laisserai plus jamais s'éteindre. J'ai levé la main, désignant Bernard. Vous avez toujours privilégié vos affaires, votre image. Vous m'avez sacrifié sur l'autel de votre carrière, me faisant croire que mon existence même était un obstacle. Mon regard s'est ensuite tourné vers Isabelle. Et vous, maman, vous avez été complice de ce silence. Vous avez vu ma détresse, vous avez entendu mes espoirs, et pourtant, vous n'avez rien dit. La peur vous a rendue muette, et votre silence a scellé mon destin. Un frisson a parcouru la salle. Des visages inconnus, des critiques d'art, des confrères architectes, tous me regardaient avec une intensité nouvelle. Ils n'étaient plus seulement témoins de mon succès professionnel, mais aussi de la détresse familiale qui avait forgé mon parcours. Bernard a tenté de reprendre la parole, une protestation ébauchée sur ses lèvres, mais un simple geste de ma main l'a réduit au silence. Il n'y avait plus de place pour ces justifications. Leurs mensonges avaient été exposés au grand jour, devant un public qui ne leur accorderait aucune indulgence. Thomas, voyant la tournure des événements, a tenté de se faufiler discrètement vers la sortie. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, je l'ai appelé. Thomas, tu as toujours vécu dans mon ombre, te nourrissant de mes échecs pour te sentir supérieur. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es dans l'ombre. L'ombre de tes propres actions, de ta jalousie. Il s'est figé, le visage crispé par la honte. La soirée, qui avait débuté sous les applaudissements, se terminait dans une atmosphère lourde de conséquences. Les murmures avaient repris, mais cette fois, ils n'étaient pas des éloges, mais des jugements. J'ai senti le poids de leur discrédit s'abattre sur eux comme une chape de plomb. La façade impeccable de la famille Dubois venait de se fissurer, révélant la fragilité et la cruauté qui se cachaient derrière. Ils étaient désormais publiquement désavoués, leur manœuvre révélée au grand jour. Alors que la foule commençait à se disperser, je les ai vus rester là, figés, seuls au milieu de la salle désormais presque vide. Leurs regards se croisaient, chargés de reproches silencieux et d'un désespoir palpable. Je me suis détourné, le cœur lourd mais résolu. Le chemin avait été long, semé d'embûches et de douleurs, mais j'avais enfin atteint mon objectif. J'avais reconstruit ma vie et j'avais rétabli la vérité. Le prix avait été élevé, mais la liberté que je ressentais à cet instant valait toutes les souffrances passées. Ma famille m'avait abandonné, mais aujourd'hui, c'était leur propre destin qu'ils avaient scellé. Leur remords ne pourrait jamais effacer les cicatrices, ni réparer les années de silence. Leur regret serait désormais leur seule compagnie. La galerie se vidait lentement. Les murmures s'étaient tus, remplacés par le bruit discret des pas sur le parquet et le cliquetis des verres que l'on rangeait. Bernard, Isabelle et Thomas étaient partis, s'évanouissant dans la nuit parisienne comme des fantômes à Chamède. Leur silence était devenu leur seul compagnon, une punition plus douce, peut-être, que mes paroles. Je les avais regardés s'éloigner, sans un mot, sans un regret. Il n'y avait plus de place pour la colère, ni même pour la tristesse. Seulement un vide immense, celui d'une famille qui n'avait jamais vraiment existé. Je suis resté seul, au milieu des œuvres qui portaient le poids de mon histoire. La lumière tamisée de la galerie semblait désormais plus douce, plus accueillante. Elle caressait les murs, les lignes de mes plans, les contours de mes rêves réalisés. Le succès était là, palpable, vibrant, mais étrangement solitaire. J'avais atteint le sommet de la montagne, mais la vue, bien que spectaculaire, était dénuée de toute chaleur humaine. Le prix de ma liberté était la solitude, une solitude choisie, certes, mais une solitude tout de même. J'ai pris une profonde inspiration, l'air frais de la nuit filtrant à travers les grandes baies vitrées.
J'ai senti le poids du monde s'alléger de mes épaules. Les années de lutte, les sacrifices, les doutes, tout cela semblait appartenir à une autre vie, à une autre Héloïse. Celle d'aujourd'hui était forte, résiliente, maîtresse de son destin. Elle avait reconstruit sa vie, pierre par pierre, sur des fondations solides, bâties sur la vérité et le travail acharné. Mon regard s'est posé sur un coin de la pièce, là où les derniers invités s'attardaient encore. Des visages inconnus, des confrères, des critiques d'art, tous me félicitaient, leurs yeux brillants d'admiration. Ils voyaient la réussite, le talent, l'architecte audacieuse qui avait osé défier les conventions. Ils ne voyaient pas l'enfant abandonné, la jeune femme blessée, celle qui avait dû se battre contre les ombres de son propre foyer. Et c'était bien ainsi. Mon succès était le mien, et je n'avais plus besoin de leur validation. Je me suis dirigé vers la sortie, mon sac à la main. L'air frais de Paris m'a enveloppé. Les lumières de la vie scintillaient, promesse d'un avenir encore à écrire. J'ai pensé à ma grand-mère, Madame Dubois, la seule qui m'ait toujours soutenue. Son amour inconditionnel avait été mon phare dans la tempête. Je savais qu'elle aurait été fière de moi, de la femme que j'étais devenue. Le chemin vers ma nouvelle maison, l'atelier d'architecture Éclat, était court, mais il me semblait parcourir un long chemin. Chaque pas me rapprochait de ma propre vérité, de ma propre liberté. La villa de Neuilly, la maison de mes parents, ne représentait plus rien pour moi. C'était un vestige du passé, une coquille vide qui avait abrité tant de mensonges. Arrivé chez moi, j'ai ouvert la porte. L'espace était vaste, lumineux, rempli de mes créations, de mes inspirations. C'était mon sanctuaire, le reflet de mon âme. J'ai posé mon sac et me suis dirigé vers la grande fenêtre qui donnait sur la ville. Paris s'étendait à mes pieds, un tableau vivant de possibilités infinies. J'ai sorti de mon sac le carnet de croquis d'Héloïse. Il était usé, les pages jaunies, mais il contenait l'essence de mon parcours. Les premiers dessins timides, les aspirations d'une enfant, les rêves d'une jeune femme. Il était le témoin silencieux de ma résilience, de ma force. J'ai effleuré les pages, un léger sourire aux lèvres. Ce carnet était mon trésor, le symbole de mon indépendance. Le regret de ma famille serait désormais leur seule compagnie. Ils avaient choisi leur camp, et moi le mien. J'avais gagné ma bataille, mais la victoire avait un goût amer, celui de la solitude. Pourtant, en regardant la vie qui s'offrait à moi, je savais que ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. J'étais libre. Libre de construire, libre de créer, libre d'être moi-même. Et dans cette liberté, je trouvais une paix profonde, une sérénité que rien ni personne ne pourrait jamais m'enlever. La nuit était tombée, mais pour moi, c'était le début d'une nouvelle aube. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimeriez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.